comprendre et anticiper les changements, et ils sont nombreux. Et je vais accueillir tout de suite sur scène David Leray, qui est fondateur de vacances.com et membre du fonds d'investissement Go Capital, brestois d'ailleurs. Bienvenue. Rennais, pardon, breton. Patrick Robin, vice-président de l'association France Digital et aussi cofondateur, co-dirige Avolta Partners. Et puis Arnaud Giraudon, qui est président d'Acomassure.com. Bienvenue, messieurs. Et brestois. Parce que je ne sais plus qui me disait, il y a eu beaucoup de Parisiens sur scène depuis ce matin, bon, pas beaucoup de Bretons, donc ça y est, nous y sommes. Et tu es de La Goulette, en Tunisie. Alors, parlons un petit peu le numérique qui inonde finalement aujourd'hui tous les secteurs, les entreprises, sauf que ça demande énormément d'efforts aujourd'hui au groupe, on le devine bien. À quoi vous compareriez aujourd'hui le numérique, si on regarde un petit peu l'histoire des transformations, qu'elles soient sociétales, industrielles, économiques? Patrick, par exemple, à quoi tu compares justement cette révolution? C'est difficile de la comparer parce que chaque révolution industrielle est un peu unique, mais finalement, elles reposent toutes à peu près sur les mêmes mécanismes. Et généralement, elles proviennent justement de l'innovation technologique. Et on est passé. Alors, ces innovations technologiques souvent sont induites par les sources d'énergie et par les changements de sources d'énergie. Donc, on est passé du cheval à la vapeur et au charbon. On est passé du charbon, la vapeur au pétrole. Et puis là, on est en train de passer grosso modo à une nouvelle énergie, mais vraiment aux deux sens du terme, énergie quasiment, qui est le digital. Bon. Et ce digital, effectivement, va amener des transformations qui dépassent peut-être les organisations. Moi, je dis souvent que dans le digital, il y a eu trois petits Big Bang. C'est ma vision en tout cas. Hein. Il y a le Big Bang de l'Internet, donc c'est le web, le email, les réseaux sociaux, tout ça. Je mets tout ça dans un grand truc Maelstrom, une salle Meshuggah, pour reprendre mes origines, que j'appelle Internet. Et puis, il y a, Laurent Soli de Facebook nous en parlait ce matin, il y a le mobile. C'est un autre Big Bang, ça, le mobile. Et alors, pas juste en termes de device, mais en termes de changement des comportements, parce que ça donne cette mobilité, et puis cette intimité également qu'évoquait Laurent Soli ce matin. Et puis, il y a tout ce qui tourne autour de l'open source, du collaboratif, de tout ce qui est décentralisé, déporté, le peer-to-peer, etc. Qui pour moi est un autre Big Bang qui est en train de plus en plus de prendre de l'ampleur. Donc voilà, donc il y a ce grand changement qui est en train d'arriver, qui pour moi est très lié donc à cette économie distribuée de plus en plus, le calcul distribué et cette économie collaborative à laquelle je faisais référence. Et c'est en train de changer beaucoup de choses, jusqu'aux monnaies, hein, puisque typique le Bitcoin est un excellent exemple, parce que c'est à la fois du calcul déporté, partagé, mais également de la décentralisation. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'unité centrale pour valider une transaction d'un point A à un point B. Bon, voilà. Et donc tout ça me semble être un élément de transformation qui dépasse largement les organisations. Et la vraie question, moi, que je me poserais, plutôt que de se demander aujourd'hui si la transformation, le numérique va transformer les entreprises, j'ai l'impression que ce sujet, il est un peu dépassé quasiment. C'est que finalement, celles qui n'ont pas adopté les codes du numérique, du digital, etc., de toute façon, si elles sont encore là, elles ne sont plus là pour très longtemps. Donc finalement, la vraie question, c'est de se dire, est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'une troisième révolution industrielle? C'est la fameuse théorie de Rifkin, que je n'ai pas lu, mais j'ai un associé qui me fait des fiches de lecture, il est super. Mais c'est véritablement le sujet, c'est la troisième révolution industrielle, et c'est ni plus ni moins que ce que raconte Karl Marx. Et là, je me tourne vers Olivier Mathieu, qui est un spécialiste. C'est ni plus ni moins que ce que raconte Karl Marx exactement, quand il dit effectivement que le monde, finalement, est régi par à la fois l'évolution des forces productives et leur rapport de force dans l'organisation du travail. Et c'est tout ça qui est en train de se jouer. Rifkin, il dit quasiment que dans
40 ans, le travail, au sens où on le connaît aujourd'hui, n'existera plus. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de gens qui travaillent pour remplir une mission, qui sont salariés dans ce cadre-là, etc. Donc ça va très loin, hein, son raisonnement. Ouais. Donc la vraie question, c'est de se dire finalement, est-ce que la vraie question à se poser, c'est le digital, la transformation numérique, tout ça, c'est quel monde on est en train de préparer à nos enfants et est-ce que ce n'est pas la seule question qui vaille finalement. Et c'est ça le véritable enjeu de la transformation numérique, c'est finalement le monde que c'est en train de nous préparer, que moi je trouve positif, mais on peut avoir différentes visions. David et Arnaud, vous qui incarnez finalement deux secteurs assez différents, mais très traditionnels, hein, avec le loisir et le tourisme pour vous, David, avec vacances.com que vous aviez fondé, et vous plutôt sur le secteur de l'assurance, Arnaud. Quelle est votre vision aujourd'hui des grands acteurs traditionnels? Est-ce que le tourisme a intégré, on imagine, on connaît les éléments de réponse, parce qu'il y a eu de nombreuses tentatives, en tout cas, de disruption du secteur. Mais aujourd'hui, on en est où? Quelle est la perception, à votre avis, des grands acteurs du tourisme aujourd'hui? Dans le domaine du tourisme, parce que j'ai créé vacances.com il y a maintenant une quinzaine d'années, on a vu plusieurs étapes importantes. Ce qu'on constate, et pour rejoindre ce que disait Patrick, c'est que beaucoup d'entreprises, quelles qu'elles soient, et dans le tourisme en particulier, mais ailleurs, celles qui ont loupé le coche sont celles pour qui, souvent, l'actif est devenu un passif. C'est-à-dire qui avaient pignon sur rue, qui étaient des marques, quels que soient les modèles économiques, et qui, à force de protéger un actif, n'ont pas vu qu'il était en train de devenir leur futur passif, et que nous, dans le tourisme, je prends l'exemple, moi, en 15 ans, on a vu plein d'étapes, de modèles économiques, de choses très différentes. Dans mon exemple, le tourisme avec la vente collaborative, Airbnb, je pense qu'aujourd'hui Airbnb, qui est une marque un petit peu connue en France, n'était pas présent en France il y a moins de 3 ans. Aujourd'hui, vous allez vous promener à 10 km de Carhaix dans une chambre d'hôte, ils connaissent parce que ça leur amène concrètement des clients. Et dans les modèles d'intermédiation qu'on a vécu depuis une quinzaine d'années, et nous aussi, hein, on a eu, non pas des difficultés, mais à un moment, tentation à protéger des choses. Et je rejoindrai ce qui a été dit un peu ce matin aussi. Et souvent, les ruptures, le recul que j'ai pu faire, j'ai été beaucoup une éponge, au sens où j'écoutais beaucoup aussi des jeunes qui arrivent vraiment, c'est un point qui, dans les ruptures qu'on évoque aujourd'hui, apportent beaucoup au quotidien et m'ont aidé et nous ont aidé à innover de manière régulière. C'est vraiment un point important. Après, j'ai mon autre casquette qui est Go Capital, qui aujourd'hui est un fonds d'investissement qui investit dans le domaine des technologies et du digital. On se rend compte qu'aujourd'hui, le digital, l'innovation, on est partout. Alors peut-être pas au niveau de la clim encore, mais ça va venir. Et aujourd'hui, c'est ce que disait Patrick tout à l'heure, on est en plein dedans et ça va très très vite. Et on se rend compte, par exemple, chez Go Capital, que de plus en plus de grands groupes sont intéressés à venir chercher ou à observer l'innovation de l'intérieur parce qu'ils ont du mal à suivre ce rythme. C'est vraiment. Donc, concrètement, il y a des entreprises qui entrent dans le fonds Go Capital. Là, ouais, concrètement, il y a des choses sur Go Capital, ça existe depuis 13-14 ans. Il y a un prochain fonds qui est en train de se boucler où des groupes industriels viennent parce qu'ils ont besoin aussi d'apprendre, ils ont besoin de découvrir, ils ont besoin aussi de suivre le rythme. Aujourd'hui, les équipes R&D des grands groupes qui sont brillantes, il n'y a pas de souci, mais elles ont besoin de ce côté pétillant qu'on a dans la salle, qu'on a au niveau, alors peut-être des incubateurs ou d'autres choses, et qu'elles n'arrivent pas forcément à reproduire en interne. Donc ça, on le constate, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est suivi par des structures de ce type. Et je pense que c'est un vrai plus pour d'aller chercher l'innovation de cette manière. Pour vous, Arnaud, sur le secteur de l'assurance, d'ailleurs, dites-nous un mot de A comme assure.com, pardon. C'est quoi exactement? Effectivement, comme assure.com, on est courtier en ligne d'assurance. Donc on vend en ligne des assurances, on aide l'internaute à comparer les différentes assurances et un conseiller le rappelle, ce prospect, pour le guider dans le choix de ses assurances qu'il peut souscrire en ligne.
Et pour faire une transition avec ce qui a été dit à la fois sur la dimension des révolutions industrielles numériques et puis aussi des secteurs les concernés, on a évoqué le tourisme, c'est vrai que à chaque révolution technologique, que ce soit le Minitel, que ce soit les audiotels, on a toujours constaté 3 secteurs en pointe. Le premier, c'est tout ce qui a trait au charme, à la rencontre. Je ne sais pas s'il y a des business cases aujourd'hui qui sont étudiés en la matière, mais ce n'est pas mon créneau particulier. Il y a le tourisme ensuite, qui toujours se développe. Et enfin, il y a la banque et l'assurance. C'est vrai que j'ai eu la chance en 2000 de surfer sur le côté banque en ligne en créant à Brest, la banque en ligne qui s'appelait Symphonis à l'époque et qui depuis s'est baptisée Fortunéo, donc qui occupe 200 personnes sur Brest aujourd'hui. Et il y a 4 ans, j'ai voulu retenter l'aventure, mais cette fois-ci dans le secteur de l'assurance, parce que la banque est toujours en avance de phase sur l'assurance. En France aujourd'hui, 12% des internautes détiennent un compte d'épargne en ligne. 4% seulement gèrent leurs assurances en ligne, alors que le bénéfice est assez significatif. Et pourquoi ? Et ça, c'est lié aussi au thème de notre table ronde, c'est en quoi on apporte un vrai bénéfice finalement. C'est l'automatisation véritable des process qui apporte un vrai gros plus. Pour vous situer, aujourd'hui, on a plus de 50% des internautes qui viennent sur notre site, font le devis en ligne pour l'assurance habitation, payent avec leur carte un acompte, nous fournissent leur RIB, signent électroniquement, et ça rentre directement dans les chaînes informatiques de gestion de l'assureur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un humain qui est intervenu sur ce process qui est complètement dématérialisé. Ce qui engendre une rupture profonde des process à l'opposition de l'agent général qui va encore, parfois sur papier carboné maintenant, peut-être vous sortir un document qu'il va imprimer, que son assistance va vous remettre et va récupérer les pièces avec des courriers qui vont envoyer à une compagnie qui va elle-même les ressaisir. Donc il y a du lean management, c'est une gestion très fluide du process, donc qui apporte véritablement de la valeur, et en contrepoint, le caractère humain de la relation. Parce que les gens restent des humains, ils apprécient encore plus le contact humain. Et là, on vient leverager la technologie aussi pour offrir une relation personnalisée. Donc on est les seuls acteurs aujourd'hui, à ma connaissance, qui, au terme du devis, vous donne la photo de votre conseiller. Et c'est un vrai conseiller. Parfois, c'est des conseillères qui ont des noms bien bretons, bien de chez nous. Et qui, vous avez son email, vous avez son téléphone direct. Quand vous appelez, si elle est disponible, on va router sur elle. Si vous écrivez, c'est elle, mais on va aussi gérer son absence, on va gérer les crêtes. Donc, à la fois, il faut un bon niveau de service, mais gérer de manière industrielle la personnalisation de la relation, ceci en fonction de ses compétences. Donc, on investit beaucoup en technologie pour garder ce rapport humain, cette personnalisation, tout en réduisant les coûts. Donc, c'est plus pour moins, finalement. Donc, ça, c'est vraiment un élan qu'on porte aujourd'hui. Et si on se projette un peu par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec Patrick Robin, c'est qu'effectivement, on peut s'interroger sur les problématiques liées à l'assurance collaborative. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 3-4 initiatives qui se prennent dans la matière. Une en Allemagne, une vient de voir le jour il y a une semaine en Angleterre, une autre UK, mais qui n'est pas vraiment collaborative, et une autre aux US qui ne fait pas référence. Et ça, on observe ça avec beaucoup d'attention, parce que le peer-to-peer insurance peut être une tendance qui va émerger, comme elle a émergé dans le monde du classified avec Airbnb, par exemple. Ça donne quoi concrètement, l'assurance collaborative ? Alors là, on se projette aujourd'hui, il n'y a pas de gros succès. J'essayais simplement de dire, voilà les étapes supplémentaires. Si on s'en tient déjà, ce que ça donne quoi aujourd'hui, l'assurance en ligne, je vous dis, c'est 4%. Ma cible, c'est qu'on soit à 10-15%. On ne sera pas à 30%. La barrière, ça va être le conseil privilégié. Et c'est pour ça qu'on travaille sur des modèles mixtes, parce que les gens, ils attendent une personnalisation de la relation. Et il y a aussi une autre initiative, mais qui n'est pas sur notre business model, c'est tout ce qui concerne le cross-canal. Beaucoup d'assureurs aujourd'hui, traditionnels, s'interrogent comment valoriser leur présence physique, qui rassure beaucoup les clients, et ils ont raison. Le gros du marché, il sera là, mais chez ceux qui seront gérés du cross-canal. Et l'Angleterre, qui est le marché le plus mûr en matière d'assurance en ligne, voit émerger des acteurs qui sont tout à fait performants dans cette logique de cross-canal. Donc si je dessine des projections, c'est le cross-canal, ce sera un facteur gagnant. Ceux qui sauront faire des modèles hybrides avec une personnalisation de la relation aussi. Après, j'évoque un futur que je ne vois pas demain, mais qui est en train de se dessiner aujourd'hui autour du collaboratif, qui peut poser des questions, mais pour vous en dire un mot, le collaboratif, c'est quoi ? C'est dire, on va se grouper à plusieurs, faire des assurances, et si jamais vous vous comportez bien, je me comporte bien, et tous les collègues du groupe vont bien se comporter, eh bien, au global, l'année prochaine, notre prime peut baisser de 50%. Okay. C'est que finalement, on va être collectivement nos propres assureurs. On va créer au sein de ce réseau social un premier pool de réassurance, d'assurance, et le deuxième étage étant couvert par un assureur qui joue finalement un rôle de réassureur. Voilà. Intellectuellement, c'est ça le concept. L'autre concept, c'est potentiellement une forme de self-discipline au sein du groupe qui fait que comme on est tous ensemble, on ne va pas aller essayer d'arnaquer l'assureur, parce que les premiers qu'on va arnaquer, ça va être nous. Donc intellectuellement, c'est sympa.
Maintenant, il y a un peu loin la coupe aux lèvres entre le concept et la déclinaison opérationnelle, donc qui nous laisse un petit peu de temps avant de voir ça arriver singulièrement en France. La France est vraiment en retard par rapport en Angleterre. 60% des contrats d'assurance auto ont été initiés par Internet en Angleterre. J'estime qu'on est à moins de 10% en France. Comment vous l'expliquez? C'est quoi? C'est un manque de confiance dans les services dématérialisés? C'est quoi exactement? Deux choses. Déjà, quand on faisait de la banque en ligne en France, moi je regarde ça depuis 86, 87. Déjà, vous aviez en UK et dans les pays scandinaves des parts de marché, des taux de pénétration du phénomène de 20-30%. Alors qu'en France, on talonne à 10% encore une fois. Donc les pays nord de l'Europe ont toujours eu une avance, mais c'est même plus une avance, et structurellement ont une part prépondérante de tout ce qui est banque à distance, assurance à distance. Deuxième point, une grosse tradition du courtage là-bas. Dans le top 4, vous avez deux qui sont des courtiers. Donc comme un Comassure, et le modèle courtier de la Comassure, ça c'est original en France en somme. Hein. C'est plutôt des assureurs traditionnels qui percent en France. Donc UK, beaucoup de courtiers, donc ça c'est deuxième point. Troisième point, contexte réglementaire qui fait qu'en Angleterre, votre assurance elle vaut 1 an. Si au bout d'1 an vous faites rien, elle tombe. Pas de tacite reconduction. Alors en France, il y a la mise en place qui doit intervenir, on l'attend dans quelques jours, de la loi Hamon, qui prévoira en fait votre faculté de résilier votre contrat d'assurance auto ou habitation à tout moment dès lors que votre contrat a plus d'1 an. Donc ça va engendrer plus de rotation sur les portefeuilles, du moins c'est ce qu'on espère en tant que conquérant de parts de marché, mais il y a quand même toujours ce principe de la tacite reconduction. Donc plus un quatrième phénomène qui est qu'il y a eu une logique d'offre et d'évangélisation du marché à grands coups de dizaines de millions d'euros de publicité par les comparateurs en ligne. Les comparateurs ont vraiment fait péter le plafond de verre, si vous me permettez cette expression, de l'accession en ligne à grands coups de spot télé et dans des proportions qui sont impressionnantes. Et ils essayent de le faire d'ailleurs en France avec deux filiales qui sont le Lynx et les Furets, qui sont deux filiales, l'une de Confuse Admiral, l'autre de Compare the Market, qui sont respectivement numéro 4 et 1 en UK. Patrick, une réaction sur les secteurs qui freinent encore justement, hein, pour qui le plafond de verre n'a pas éclaté. À ton avis, quels sont les secteurs qui bloquent encore un peu? Il y en a beaucoup, on le sait, mais je voudrais revenir quand même sur ce qui a été dit. Et en plus, là, on est sur une thématique, c'est le numérique, comment le numérique va transformer les entreprises, ou comment on gère et on anticipe tout ça. Là, on a la chance, vous êtes un pure player, vous, dans l'assurance. Là, on a 2 pure players. Donc c'est vachement fastoche. Ils sont partis d'une feuille blanche. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les entreprises traditionnelles, aujourd'hui, réussissent ou ne réussissent pas cette transition digitale. Le véritable enjeu de la transformation numérique ou l'innovation, c'est de dire quelle est la part. Enfin, il faut être capable d'associer à l'innovation la notion de destruction, hein, au sens schumpeterien du terme. C'est-à-dire que quelle part de destruction je suis prêt à accepter pour me transformer? Quelle part de destruction je suis prêt à accepter pour, si ce n'est changer le monde, changer 2 mondes? Et à partir de là, comment je vais, moi, en tant que chef d'entreprise, anticiper le fait que le digital, qui n'est pas une fin en soi, hein, pour reprendre ce que disait tout à l'heure David, sur un actif qui peut devenir un passif. Un exemple que moi j'ai vécu de près, mais en tant qu'observateur, parce que je suis plus vieux que vous, c'est les éditeurs d'encyclopédies. Il y a une quinzaine d'années, les éditeurs d'encyclopédies se sont crus très malins et très à la pointe en prenant leur actif, leur contenu des encyclopédies, et en les mettant sur des CD-ROM, ensuite sur Internet, en y ajoutant des vidéos, des liens hypertextes, etc. Et ils se sont dit, c'est génial, on a anticipé l'innovation, on a innové, etc. En fait, on le sait maintenant, c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait être capable de tout détruire et de faire Wikipédia. Alors c'est facile de le dire maintenant. Il fallait être capable de... C'est une start-up. C'est la génération XY qui est pas loin. Et donc voilà, et donc typique, un actif qui a généré finalement des échecs, parce que toutes ces encyclopédies, Encarta, Britannica, etc., ont d'une façon ou d'une autre disparu. Donc accepter effectivement cette dose de destruction. Et tout chef d'entreprise, comment il doit traduire ça dans son quotidien? C'est de se dire comment le digital, finalement, va permettre à de nouveaux entrants, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des entreprises, ça peut être des organisations, des organisations plus ou moins floues, hein, typique Bitcoin, voilà, c'est une communauté qui autogère d'une certaine façon tout ce protocole. Comment effectivement un nouvel entrant avec le digital va me détruire ou va disrupter mon métier
va changer mon métier. C'est ça que l'entreprise traditionnelle doit se poser tous les matins au réveil, finalement. Moi, j'aimerais vous faire réagir sur 2 actualités qui rejoignent un peu cette thématique qui est très large d'ailleurs. On pourrait affiner sur différents aspects. Blablacar a levé 100 millions il n'y a pas très longtemps. Pourquoi est-ce que la SNCF n'a pas racheté Blablacar ? Nicolas, les enseignes Nicolas de vin qui disposent d'un réseau assez dense de boutiques en France, va lancer, ou en tout cas annoncer un lancement de sa propre box e-commerce, alors qu'il existe des startups type Le Petit Ballon qui a exactement le même modèle mais en version pure player, et cross-canal pour le coup. Pourquoi est-ce que ces entreprises choisissent, ces grandes enseignes choisissent de développer elles-mêmes leurs services innovants, numériques ? Ça vous inspire quoi ? Alors, moi, je vais pas vous répondre sur les 2 exemples que je ne connais pas précisément, d'autant plus que j'ai eu la chance de vendre vacances.com à Axel Springer qui a fait sa révolution. Axel Springer, c'était historiquement un groupe de presse, un Bild en Allemagne, etc., qui, pour vous donner un ordre d'idée, dans les 5-7 dernières années, rien que sur la France, a racheté au féminin Marmiton, Se Loger, vacances.com, La Centrale. Donc, ça dépend en fait du processus interne à ces grandes entreprises qui, pour certaines, savent très bien le faire, d'aller acheter des compétences et les intégrer. Et pour d'autres, pour lesquelles c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est un peu, comme j'expliquais à mes équipes, et j'invite, vraiment cet événement, il est formidable, mais j'invite aussi, et ça les startups savent le faire, à aller en dehors du lampadaire. C'est-à-dire que souvent, dans ces groupes-là, ils ont été habitués à vivre sous un lampadaire et à regarder ce qui se passe dans la lumière du lampadaire et pas en dehors de la lumière. Donc, on ne peut pas leur reprocher de ne pas s'intéresser à ce qui se passe en dehors de la lumière du lampadaire. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, c'est des phénomènes auxquels elles voient bien qu'il y a quelque chose. Ils y vont à reculons, ils se disent que ça ne doit pas être très compliqué à faire. Mais c'est quand même très, très lié à la culture interne et souvent au processus interne qui ralentissent eux-mêmes en disant on saura faire. On saura faire. Hein. Il y a des grands groupes, que ce soit dans le télécom, etc., qui ont essayé d'inventer plein de choses. Il me semble que chez Free, ils n'ont pas été nombreux pour faire une Freebox. Donc, ce que je veux dire, c'est vraiment une culture interne. Donc, sur les 2 cas que vous citez là, ils reviendront dans 2 ans, dans 3 ans. On peut aussi ajouter des éléments complémentaires pour ces 2 cas plus spécifiques. Oui. Dans le premier de cas, Blablacar, et je pense qu'il faudra en parler demain à Frédéric Mazella et aussi à Jean-David Chamboredon, qui est l'un directeur général et l'autre actionnaire. Il y a, semble-t-il, une volonté d'aller à l'international, un vrai projet aussi d'expansion du modèle, et donc par là être soutenu par des gens qui ont ce projet-là. Est-ce que c'est le projet de la SNCF ? Ce serait potentiellement d'avoir une vision réductrice en se disant que c'est un marché strictement français. Alors je pense qu'il y a une vraie motivation à aller à l'international. Et prenons l'exemple de Springer, ils ont une vraie culture internationale. Et des fonds comme, ils ne sont pas très connus en France, mais une boutique qui s'appelle Bonial en France et qui s'appelle Kaufda en Allemagne, qui est leader des catalogues en ligne, qui fait un très gros succès en Allemagne, mais c'est le seul pays au monde, bien, les fondateurs sont fait racheter, mais avec un projet d'expansion internationale et un vrai savoir-faire. Hein, ils sont aujourd'hui au Brésil, en Italie par exemple. Ce qui n'est pas forcément le cas de SNCF. Deuxième point, c'est aussi la logique de gouvernance que ça peut sous-tendre. Comment un groupe public s'est-il organisé, est-il capable de piloter intelligemment sans apporter trop de lourdeur à cette acquisition et en faisant naître des synergies potentiellement industrielles. Donc il y a une façon dont on appréhende le management de ces entités-là. Autre motivation générique aussi, c'est que pour prendre l'exemple du Petit Ballon et de Nicolas, Petit Ballon, c'est correct, mais c'est pas forcément, ça n'a pas pris l'essor qu'a pu prendre un Blablacar aujourd'hui en France. Et potentiellement, Nicolas se dit, moi j'ai une marque, un actif majeur, et par rapport à un actif qui est je sais vendre en ligne, est-ce que je n'ai pas plutôt intérêt à dire je prends ma marque, j'acquiers ce savoir-faire de vente en ligne et je peux m'acheter des équipes parce que c'est plus les équipes que j'achète finalement qu'une marque. Bien sûr. Et je veux apprendre, quitte à faire moi-même des erreurs. Mais est-ce qu'ils ne perdent pas de temps finalement sur l'accès au marché ? C'est la vraie question, mais il faut voir aussi ensuite la taille et le savoir-faire, l'industrialisation du savoir-faire qui a pu être déployé par cette petite structure et en quoi elle va savoir s'intégrer à une plus grosse. On a souvent vu des grosses structures qui ont des vrais enjeux de cross-canal et qui vont devoir des niveaux de réflexion fortement complexes, avec parfois des enjeux politiques, mais une simple réelle complexité, qu'une start-up n'a pas forcément développé
Et quand vous prenez les compétences de cette start-up-là, elles vont juste être mal digérées par rapport aux enjeux de ce grand groupe. Voilà, donc je dirais que ce n'est pas si blanc, si noir dans les stratégies d'acquisition. D'accord, c'est forcément à nuancer. Patrick, une réaction? Oui, après, je suis d'accord, il y a une question de culture. Il y a une question, ce n'est pas le mot de la journée, mais une question d'humilité aussi. Le manque d'humilité de la part des grands groupes qui ont du mal, effectivement, à reconnaître peut-être le talent de petits jeunes qui ont développé plus vite, plus malin et mieux qu'eux. Et puis, il y a un problème de pognon aussi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à mettre le prix. Je prends un petit exemple. En 98, quand j'ai vendu Imaginette, j'avais 3 offres, une américaine, une anglaise et une française avec France Télécom. La moins disante, c'était France Télécom, mais dans un rapport de 1 à 4. J'ai vendu aux Anglais. Donc il y a aussi un problème de culture, d'être prêt à sortir le cash pour acheter de l'innovation, pour acheter du temps, etc. Et ce n'est pas dans la culture de nos polytechniciens ou de nos centraliens, etc. Il y a un problème. Au travers de Go Capital, le fonds d'investissement, on a compris qu'il y avait des acteurs de on va dire l'économie traditionnelle qui cherchent à s'intéresser quand même. Ils viennent sourcer, ils viennent s'acculturer. C'est quoi la démarche exactement? Là-dessus, c'est sur la prochaine étape de Go, puisque c'est un fonds, la troisième partie du fonds là, qui va être opérée à la rentrée. Ils ont envie déjà de s'associer à une belle aventure. Go Capital, sur le Grand Ouest de la France, c'est 2000 emplois créés sur les 10 dernières années, donc, et des emplois qui existent. Donc c'est une vraie belle aventure sur le Grand Ouest et un peu en dehors du Grand Ouest. Mais ils viennent aussi s'associer à justement alors la particularité étant qu'ils peuvent co-investir quand les dossiers les intéressent en plus. Ce qui fait que si c'est des sujets dans leur domaine d'activité, il peut y avoir un vrai intérêt pour eux. Mais on a la chance dans l'ouest de la France et en Bretagne en particulier, parce que Go couvre les 4 régions du Grand Ouest. Alors, les 4 régions anciennes cartes, sur la nouvelle, je ne peux pas vous dire quelle nouvelle carte régionale. Et en l'occurrence, sur lequel il y a une vraie force, en particulier en Bretagne, une vraie force régionale qui intéresse les groupes industriels au-delà de la partie innovation dont on parlait tout à l'heure, qui est d'accompagner, et ça a toujours été la force d'ailleurs de la Bretagne, d'avoir des groupes qui soutiennent là-dessus. Une question avant de passer la parole aux questions avec la salle. On voit émerger de plus en plus de corporate ventures, de structures d'investissement propres aux entreprises. On ne parle pas là des incubateurs dont on parlait précédemment, mais plutôt directement en fait, d'investir dans les startups, dans l'écosystème. Patrick, Arnaud peut-être déjà. Je peux offrir un témoignage très, très vivant, parce qu'en l'occurrence, donc moi, quand j'ai lancé la société, j'étais financé intégralement corporate venture, donc par le groupe Spire Communication Ouest France. Donc ça s'est fait comme ça. Donc c'est des choses, effectivement, moi j'ai vu ça en Silicon Valley il y a 4-5 ans avec Bretagne International. On a eu la chance, certains étaient avec moi, je pense à Antoine Crière par exemple, on était allé là-bas et on a vu effectivement des projets à plusieurs dizaines de millions d'euros se lever sur du corporate venture, donc avec des équipes seniors qui avaient pu déjà démontrer un certain track record dans un secteur donné et qui apportaient effectivement leurs compétences et une vision industrielle ensuite du financeur. Donc ça c'est quelque chose qui se vit et qui apporte, ça permet aux managers de se focuser sur le business plutôt qu'effectivement sur la levée de fonds. Et ça permet notamment, dans des modèles comme le nôtre, où on va perdre beaucoup d'argent, c'est du B2C, on ouvre 100 comptes par jour, c'est pas par la magie du Père Noël et nos talents seuls que ça se fait, c'est qu'il faut mettre beaucoup d'argent en marketing. Et ça, sur des modèles où vous avez des revenus récurrents, qui est le modèle de la banque et de l'assurance, par opposition à des modèles de médias ou des modèles de flux. On est sur des modèles de stock. Il faut que le stock se construise. Et pour prendre l'exemple de Symfonis en 2000, Symfonis avait dû perdre 15 millions en 5 ans et la boîte valait 100 millions au bout de 5 ans et elle était à l'équilibre. Donc c'est des métriques quand on va voir un fonds de capital investissement qui n'appréhende pas forcément dans ses impacts traditionnels. On va dire. Un mot, Patrick, puisque tu co-diriges la banque d'affaires à Volta Partners. Le corporate venture, tu le perçois comment? C'est une voie justement de changement pour les grandes entreprises aujourd'hui? Écoute, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas tant de fonds de capital risque en Europe qui sont véritablement actifs.
En revanche, on constate depuis une petite année de notre côté, en tout cas dans notre activité, qu'on travaille de plus en plus justement avec des corporate ventures dans des sujets qui peuvent être des sujets connexes, très directement connexes à leur activité, mais dans des sujets également où ils sont plus en veille un petit peu générale. Et donc de plus en plus, ça représente maintenant 10-15%, je dirais, de notre flux, en tout cas de présentation de dossiers. On va prendre 1, 2, 3 questions maximum avec la salle. Est-ce que vous voulez poser une question à nos invités? Il faut se lancer, c'est toujours un peu difficile. Oui? Non? Non. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave, on vous applaudit bien fort. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Il fait très chaud cet après-midi-là. Je vous assure qu'ici, on chauffe sous les sunlights. Là, c'est Patrick. Autre sujet qui reboucle un petit peu, qui fait